On va passer donc à une autre séquence sur des systèmes alimentaires plus ou moins résilients. Donc avec d'abord un exposé de Thierry Brunel et Eric Scopel sur les pays du Sud. Bonjour à tous. C'est une présentation à deux voix, donc avec mon collègue Eric Scopel du CIRAD et puis donc moi-même Thierry Brunel, où on va vous présenter deux perspectives sur la production agricole et l'adaptation donc sous changement climatique, et donc deux perspectives avec donc à la fois donc une perspective globale que je présenterai, et puis une perspective voilà, à l'échelle du champ que présentera donc mon collègue Eric. Donc le contexte général dans lequel se positionne notre présentation est celui donc de progrès qui ont été quand même réalisés ces dernières années en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc on voit sur cette carte faite par la FAO donc les progrès réalisés par les différents pays du monde vers le premier objectif des objectifs du millénaire pour le développement. Donc on voit beaucoup de vert, donc c'est-à-dire que beaucoup de pays ont atteint leurs objectifs, mais on voit quand même un peu de jaune, c'est-à-dire les pays des progrès mais des progrès assez lents, et puis du rouge, c'est-à-dire pas de progrès ou voire même une régression. Et on observe que donc les zones les plus jaunes et rouges sont celles de l'Afrique centrale et en particulier. Alors vient à cela s'ajouter la question du changement climatique. Donc on a ici une carte d'un rapport très récent donc qui vient tout juste de sortir, qui montre donc les régions du monde en fonction de leur vulnérabilité au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Donc là, c'est l'état actuel. Et donc si on regarde un scénario worst case, donc le scénario pire, hein, j'ai pris ce scénario-là pour illustrer, eh bien on voit que on a une nouvelle fois ces pays donc de la zone tropicale et en particulier africaine qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Donc ces questions d'impact du changement climatique arrivent se connectent aussi avec des questions de production alimentaire. Donc ici on a une carte, un graphique où on voit donc en abscisse les productivités moyennes des différents pays, et puis en ordonnée la contribution à la production alimentaire totale. Donc on voit déjà beaucoup de disparités, hein, puisque presque on va de presque 1 à 10 hein, quasiment dans les productivités moyennes. Ce qu'on observe aussi, c'est que donc il y a des challenges futurs qui vont être très différents selon les différentes régions. Et puis on observe que les régions qui finalement auront des gros progrès, enfin qui auront un accroissement de la production alimentaire, sont aussi donc les régions qui seront touchées par le changement climatique. Alors voilà, donc face à cette question-là, on va essayer ici d'esquisser quelques solutions d'adaptation. Et donc pour illustrer ces solutions d'adaptation, donc d'abord à l'échelle globale, je vais utiliser le modèle NLU, qui est un modèle assez comparable au modèle Globium qui avait été utilisé par Jean-François Soussana pour ces résultats. Donc je peux malheureusement pas vous présenter en 10 minutes les caractéristiques de ce modèle. Je vous renvoie vers les papiers de description et d'évaluation des performances du modèle. Simplement pour que vous compreniez la présentation, donc c'est un modèle global en équilibre partiel, donc un modèle économique d'intensification agricole, à la fois sur les cultures et les pâtures. Le commerce est calculé de manière tout à fait classique selon les prix relatifs. Il prend en compte les non-linéarités en tenant compte des contraintes biophysiques. Donc ça, c'est un point assez important qui va ressortir. Et donc ici, on utilise un scénario climatique qui est le RCP 6.0, donc à 2050, qui est très comparable à 2050, il est très comparable au RCP 8.5 que vous avez pu voir dans les présentations précédentes. Voilà. Alors, donc je vais commencer par le commerce et donc les changements de la balance commerciale donc sous changement climatique, sous le RCP 6.0, relativement donc à une baseline sans commerce.
donc ce sont des résultats en 2050. En bleu foncé, c'est sans l'effet de fertilisation du CO2, et en bleu clair, c'est avec l'effet de fertilisation du CO2. Et ce qu'on voit assez clairement, c'est que, eh bien, on a une amélioration de la balance commerciale dans les pays du Nord, donc USA, Canada, Russie, Chine, et une détérioration de la balance commerciale dans les pays du Sud, Brésil, Afrique, et ce que j'appelle reste de l'Asie, donc c'est l'Asie du Sud-Est essentiellement. Alors ça, c'est un résultat voilà, assez classique qui se retrouve beaucoup dans les modèles. Cette relocalisation de la production des pays du Sud vers les pays du Nord, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien alors dans les scénarios de changement climatique, plutôt sans effet de fertilisation du CO2. Dès lors qu'on prend l'effet de fertilisation du CO2, donc les courbes en bleu clair, là, bon, il y a pas vraiment de schéma qui se dégage, et puis non seulement il n'y a pas de schéma qui se dégage, mais en plus, il y a beaucoup plus d'incertitudes sur exactement ce qui va se passer, puisqu'on a beaucoup plus de mal à quantifier cet effet. Alors sur la question des prix, donc autant donc sur la question du commerce, on a quelques certitudes. Sur la question des prix, eh bien, on en a beaucoup moins. Donc ce graphique présente les évolutions de prix à 2050 sous donc le RCP 8.5, donc voilà, très similaire au scénario que je vous ai présenté, selon 9 modèles dans le cadre de l'exercice AGNIP. Donc vous voyez les augmentations de prix par rapport à la baseline en 2050. Selon donc il y a 4 barres qui correspondent à 4 combinaisons différentes de modèles climatiques et de modèles de culture. Et vous voyez que, bon, déjà, pour un même modèle économique, les simulations peuvent être différentes en fonction des combinaisons. Donc on voit par exemple que ce qui vient du modèle, entre le modèle de culture DESAT et le modèle de culture LPJ, il y a déjà une différence en termes de résultats. Et puis, entre les modèles économiques eux-mêmes, il y a une différence qui est vraiment très substantielle. Et puis, tout simplement, on peut conclure que les modèles sont finalement pas tellement d'accord entre eux sur l'évolution des prix sous changement climatique à 2050. Donc sur cette question-là, il faut être extrêmement prudent. Et donc je vais essayer de l'être donc en faisant donc des simulations, parce que autant on peut pas dire grand-chose finalement dans un seul scénario avec des chiffres en valeur absolue, mais donc les modèles sont généralement plus efficaces pour parler en termes de variantes. Donc là j'ai fait 96 variantes, 96 runs, qui correspondent à donc 3 variantes sur le changement climatique, 2 variantes sur l'alimentation, 2 variantes sur le prix des engrais, 2 variantes sur le Nutrient Use Efficiency, le NUE, et 4 variantes sur la vitesse d'expansion sur les terres marginales. Donc vous voyez, je me suis en fait pas du tout mouillé sur tous les critères où en fait on sait pas trop. Là j'ai fait des variantes pour que finalement représenter l'espace des possibles. J'utilise comme baseline la variante sans changement climatique. Donc dans ce cadre, donc j'ai 96 runs et donc j'ai 32 baselines. Alors voici donc les résultats, donc les changements de prix donc sur toute la période de projection par rapport à la baseline, donc sans changement climatique. Et donc le premier résultat qu'on voit est que bien, déjà il y a une forte segmentation entre un scénario avec fertilisation du CO2 et sans fertilisation du CO2. Très clairement, dès qu'on prend en compte la fertilisation du CO2 en rouge, eh bien les prix baissent par rapport à la baseline sans changement climatique, tandis que si on ne prend pas en compte cet effet de fertilisation, les prix augmentent par rapport à une baseline sans changement climatique. Alors, bon, ça c'est encore une fois un résultat assez classique. Plus intéressant et un petit peu moins classique, c'est maintenant si on considère un scénario donc que j'ai appelé low food, c'est-à-dire avec une moins forte production de produits animaux. Alors je précise uniquement donc dans les pays qui en consomment plutôt trop, et par exemple en Afrique et en Inde, ce scénario-là prévoit une augmentation des produits animaux. Ils sont plutôt un peu en dessous. Et donc en gros, tout le monde est environ à 300 kilocalories de produits animaux par personne et par jour. Et donc ce scénario donc plus durable au niveau alimentaire est indiqué ici en vert, et ce qu'on voit c'est que les variations de prix sont plus faibles à la fois à la hausse et à la baisse. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un système qui est plus résilient par rapport au changement climatique, et en fait pour une raison qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on est ici dans un scénario
où il y a de moins fortes tensions sur le système agricole, la demande est moins forte, puisqu'il y a moins de demandes de produits animaux qui sont très intensiventaires, donc la demande est moins forte, et donc le système est plus élastique au sens économique du terme, c'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités d'augmenter les rendements, il y a plus de marge de manœuvre sur les terres. Lorsque on va sur une terre marginale, elle a un rendement qui est moins faible par rapport aux terres déjà en culture. Donc on a des possibilités d'adaptation qui sont plus importantes, et donc ça permet aux agriculteurs finalement de mieux gérer ces impacts du changement climatique. Alors je voulais mettre en lumière l'effet du NUE, Nutrient Use Efficiency, mais pour ça je dois changer un tout petit peu le protocole d'expérimentation, et à savoir que je dois modifier la baseline, et donc intégrer dans la baseline le prix des engrais, et donc le Nutrient Use Efficiency. Donc cette fois-ci, je passe de 32 baselines à 8 baselines. Donc ma nouvelle baseline est un cas sans changement climatique, sans augmentation du prix des engrais, et avec un NUE de référence, donc qui ressort de la calibration du modèle NUE. Donc là, en jaune, vous avez la courbe lorsque donc les changements de prix sous changement climatique. Donc vous voyez, parfois ça augmente lorsque on prend pas en compte l'effet de fertilisation du CO2, et parfois ça diminue lorsqu'on le prend en compte. Donc maintenant, je relâche la contrainte sur le prix des engrais. Donc là, maintenant, les prix des engrais augmentent. Il y a une augmentation qui est réelle jusqu'en 2012, et puis ensuite qui est projetée en fonction des prix des énergies jusqu'en 2050. Donc vous voyez bien les pics de prix de 2008 et 2011, ce qui donne une certaine confiance dans le résultat du modèle. Et donc vous voyez généralement donc une hausse de prix donc par rapport au cas où on ne tient pas compte du prix des engrais. On considère qu'il est stable. Et maintenant, donc le résultat qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si on améliore le Nutrient Use Efficiency. Donc là, on passe d'un Nutrient Use Efficiency de référence à un Nutrient Use Efficiency qui est amélioré. Donc ce sont les courbes en bleu foncé et bleu clair. Donc bleu foncé, c'est lorsque le prix des engrais est élevé, et bleu clair, c'est lorsqu'il est stable. Et donc on voit que dans ce cas-là, ça permet, donc, non seulement on absorbe l'impact du changement climatique, mais aussi l'impact de l'augmentation du prix des engrais. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les courbes en bleu foncé et en bleu clair sont presque au même niveau. C'est-à-dire que cet effet du NUE est d'autant plus importante que le prix des engrais est élevé. Voilà, maintenant je passe la parole à... On va faire un saut d'échelle assez important. C'était juste pour vous illustrer différentes manières d'appréhender ces processus d'adaptation quand on passe du global au plus local. Et donc, face au changement climatique, effectivement, les stratégies d'adaptation, donc Jean-François les a un peu illustrées tout à l'heure, elles peuvent être à différentes échelles aussi, même à un niveau local, hein, au niveau du système de culture, la gestion des cultures en particulier, les exploitations en termes d'équilibre au niveau des activités menées au sein d'une exploitation, ou au niveau territorial dans lequel ces exploitations évoluent, ou de différentes stratégies d'adaptation aussi peuvent se dessiner à cette échelle-là. On va essayer d'illustrer, nous, un petit peu ce qui se passe au niveau du système de culture, et comment on peut illustrer ces processus d'adaptation auxquels les petits producteurs du Sud peuvent être confrontés. Donc, au niveau du système de culture, Jean-François en a parlé, il y a différentes stratégies d'adaptation. La première passe par le choix. Le premier choix des espèces. Effectivement, on a parlé de maïs versus sorgho dans des conditions de changement un peu drastiques. C'est la même chose dans les pays du Sud, bien évidemment. Donc ça peut être maïs versus sorgho, ou sorgho versus mil, dans certaines régions d'Afrique en particulier. Mais c'est aussi le choix du cultivar sur différentes caractéristiques de ce cultivar qui va faire que cette variété peut être plus ou moins adaptée aux conditions de changement auxquelles le producteur est confronté. Ça peut être aussi donc des stratégies de gestion de la culture. Donc on a parlé des dates de semis tout à l'heure, Jean-François en a parlé un petit peu. Ça peut être aussi des choses qui vont tourner autour de l'efficience d'utilisation des ressources, hein, de façon générale. Bien entendu, en premier lieu, l'eau pluviale. Dans beaucoup de régions donc de production pluviale, l'eau et son efficience, l'eau pluviale, effectivement, hein, l'eau de la pluie est directement valorisée par la production agricole, est très importante, et notamment les équilibres entre ruissellement et infiltration qui
en milieu tropical sont souvent très importants. Mais aussi, en liaison aussi avec l'utilisation d'autres ressources. Et d'autres voies encore plus complexes, on va dire, d'adaptation, dans lesquelles on va essayer qui vont jouer sur cette efficience globale du système, et notamment sur la valorisation de ces ressources en termes de production photosynthétique, donc production globale de biomasse, on va dire, de l'écosystème cultivé, qui peut toucher donc les relations entre différentes espèces cultivées au sein d'un même espace, et voir ces relations avec donc des espèces qui sont dites nuisibles ou non productives, comme les adventices en particulier. Donc autour de ça, il y a différentes donc stratégies ou on va dire techniques d'adaptation face à ces changements, face à l'aléa climatique et face aux changements liés donc au climat. Et en particulier, donc, on a pu faire quelques études sur l'agriculture conservation, qui a été aussi une technologie dont Jean-François parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, les principes de base sont réduire le travail du sol pour réduire donc la susceptibilité du sol à la dégradation, le protéger par un couvert végétal maintenu à sa surface, associé à une diversification des cultures qui limite les effets pervers des monocultures. On peut donc avoir différents types de stratégies, de combinaisons de stratégies pour essayer d'adapter les systèmes à l'aléa climatique. Dans le cadre de nos travaux, ce qu'on essaie de voir, le gros challenge, c'est de voir comment on peut quantifier finalement l'impact de ces stratégies d'adaptation par rapport à des stratégies plus conventionnelles utilisées par les producteurs et les marges de manœuvre qu'on a dans la valorisation des ressources disponibles, notamment celle de la pluie. La plupart des travaux sur lesquels on a beaucoup travaillé, parce que c'est peut-être le plus facile à faire, donc c'est effectivement certaines techniques qu'on a commencé à bien étudier, comme l'agriculture de conservation, les dates de semis et les longueurs de cycle, même avec toutes les limites qu'a pu illustrer Jean-François tout à l'heure. On fait ça comment? En général, on essaie d'utiliser des modèles de fonctionnement des systèmes de culture, qu'on essaie de calibrer par rapport à ces changements techniques qu'on essaie d'introduire au niveau de la gestion des parcelles cultivées, et on essaie de voir, sous différents types de scénarios de modification du climat, principalement la pluviométrie et la température, quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur la production de la parcelle cultivée. Donc, je vais donner un certain nombre d'exemples juste pour illustrer différents travaux qu'on a pu faire dans différents contextes. Donc ce premier exemple est sur un cas d'étude sur le maïs en Afrique du Sud, australe, au Zimbabwe en particulier. Et donc on voit en haut c'est deux types de grands scénarios de changement climatique, un très impactant et un moyennement impactant. Et on compare deux technologies, donc l'agriculture de conservation qui est en rouge versus les techniques conventionnelles qui est en bleu. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est ces trois niveaux de fertilisation azotée, c'est-à-dire 0, 30 ou 90 unités d'azote apportées à la culture de maïs. Et on s'aperçoit qu'on a une interaction forte entre la capacité de l'agriculture de conservation à mieux valoriser l'eau. Alors je l'ai pas dit, mais effectivement, un des gros avantages de l'agriculture de conservation, c'est de réduire les ruissellements, excusez-moi, c'est quand même important, et donc d'essayer d'avoir un meilleur ratio infiltration perte par ruissellement, et donc une meilleure valorisation de la ressource pluviométrique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cet avantage, là c'est un site qui est extrêmement pauvre, donc des sols très sableux du Zimbabwe, avec donc une richesse, une disponibilité en azote minéral très limitée. Et on s'aperçoit que sans azote, l'agriculture de conservation, finalement, n'apporte pas du tout l'avantage qu'on pourrait espérer. Et les techniques conventionnelles, donc l'azote étant plus limitante que l'eau finalement, l'impact potentiel de cette technologie pour l'amélioration des rendements est limité. Par contre, dès qu'on surpasse cette limitation en offre d'azote initiale, on s'aperçoit que effectivement la valorisation plus efficace de l'eau permet de la pleine valorisation d'une productivité plus importante. Donc ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple c'est sur le coton. C'est pas vraiment une plante alimentaire, mais le coton en Afrique contribue à la sécurisation économique d'une bonne partie des producteurs de la zone soudano-sahélienne. Et on s'aperçoit, donc là c'est une étude qui a été faite, donc tout cultivar maintenu, les cultivars actuels étant maintenus, avec différents types de scénarios d'évolution climatique. Donc on va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut regarder, c'est que quand on compare dans le petit box du milieu, effectivement la productivité avec différents types de systèmes, donc on a le traitement conventionnel, donc on a 1 tonne 4, le traitement en bas, donc sans travail du sol mais sans protection du sol, on a 1 tonne 3, et donc avec à l'agriculture de conservation 1 tonne 7. Donc potentiellement une amélioration, donc quels que soient les scénarios climatiques utilisés, de la productivité, sur la moyenne globale. Et par contre, ce qui change aussi, c'est quand même la longueur du cycle avec les mêmes cultivars, puisque effectivement l'effet sur les températures a tendance à raccourcir le cycle de coton, ce qui pose un problème technique pour sa gestion, puisque
le coton doit être semé de telle façon à arriver à maturité à la fin de la saison des pluies pour pas abîmer la qualité des fibres. Et ce qui amène les gens, donc, avec les mêmes cultivars, à devoir semer plus tard et moins bien valoriser le début de la saison des pluies. Donc, on voit que c'est bien dans l'articulation finalement de la technique de gestion des sols plus le cultivar qu'on va pouvoir maximiser la modification de l'efficience du processus. Mais par contre, c'est pas toujours à l'avantage de l'agriculture de conservation. On l'a vu tout à l'heure par le manque d'azote. Mais là, c'est un autre exemple sur Madagascar, sur les riz, production de riz pluvial. Il se trouve qu'à Madagascar, on est sur des hauts plateaux avec des températures relativement basses, et c'est un facteur relativement limité pour la production de riz. Or, Madagascar est principalement, donc le riz est la principale culture alimentaire de la plupart de la population malgache. Donc, on s'aperçoit qu'avec différents types de scénarios, c'est pas forcément avec les scénarios les plus optimistes qu'on obtient le moins d'impact sur la productivité. Donc, on va trouver que les courbes se croisent également les unes avec les autres, parce qu'en fait, on a compensation des effets de température, augmentation de la température, qui sont plus bénéfiques que l'effet sur la disponibilité en eau, et que donc les années plutôt chaudes mais bien arrosées, donc c'est donc les scénarios optimistes qui sont les plus productifs, mais inversement, quand la pluviométrie est fortement limitée, et que la température est augmentée, c'est la température qui prend le dessus en termes d'impact sur la productivité. Je vais passer cette diapositive. Ce que je voulais dire, c'est que bon, là on regarde uniquement les effets biophysiques sur la productivité, mais les changements techniques qui sont liés à ces techniques d'adaptation, très souvent, ils impliquent des modifications relativement profondes dans la façon de gérer les cultures. Donc, on a parlé d'agriculture de conservation, d'agroforesterie, etc. Certaines de ces pratiques sont déjà pratiquées par les producteurs, mais dans d'autres endroits, on est dans des phases de retour, de reconstruction du système qui sont relativement complexes et qui amènent des appréhensions et des adaptations, je veux dire, de l'ensemble des activités à l'échelle de l'exploitation. Donc là, c'est une étude où on a essayé de comparer différents types de scénarios pour essayer d'illustrer la compétition qu'il y a sur la biomasse et donc la capacité qu'on a à utiliser la biomasse pour protéger les sols et faire de l'agriculture de conservation versus l'utilisation de cette biomasse pour alimenter les animaux, pour produire du lait. Donc là, c'est le cas de Madagascar aussi. Et on s'aperçoit, c'est juste pour illustrer deux situations, qu'en fonction des différents scénarios de prix du fourrage, de la biomasse en tant que telle par rapport au marché animal, ou par rapport au fait qu'on a un marché régulé ou pas régulé sur la production de lait, un marché avec une offre qui plafonne, avec une certaine consommation et on ne peut pas passer cette production, on s'aperçoit que la capacité qu'on a à gérer l'ensemble des surfaces en agriculture de conservation va varier selon le cas de figure. Donc à la fois une réflexion sur les aspects techniques au niveau de la parcelle, mais aussi des grandes conséquences sur la façon d'organiser les activités au niveau de l'exploitation. Voilà. Donc j'ai quasiment fini. Voilà. Et le dernier échelle effectivement de conséquences importantes, c'est que ces changements, ils impliquent des co-constructions assez fortes avec les producteurs et que ça implique donc l'accompagnement de ce changement technique est quand même relativement compliqué. Ça implique à la fois que les producteurs soient vraiment les protagonistes de la réflexion autour de l'adaptation des systèmes et qu'il y ait dans ces contextes-là des échanges potentiels entre les expériences que peuvent accumuler les gens localement par rapport à ce que les producteurs d'autres régions voisines pourraient accumuler. Et que ça, en général, ça implique de mettre en place des processus et des dispositifs d'accompagnement qui sont relativement spécifiques, mais qui sont relativement lourds. Ces changements, qui vont prendre du temps, et qu'on s'inscrit dans la durée pour essayer d'accompagner ces changements auprès des producteurs. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est juste pour limiter ça. Donc juste pour revenir sur l'ensemble des conclusions de nos deux présentations. Donc la première partie a montré qu'on a un certain nombre à l'échelle globale, il y a un certain nombre de stratégies potentielles pour adapter la production, donc notamment la situation géographique de la production de façon globale. La réduction de la consommation de viande, c'est un aspect qui a été aussi évoqué. L'amélioration de l'efficience d'utilisation des nutriments, qui a été illustrée par Thierry. Donc, surtout si on est dans un contexte rapide de changement de prix. Et à l'échelle locale, on voit bien qu'on a différentes options pour essayer d'améliorer, d'adapter les systèmes, notamment autour de la gestion de l'eau et des sols,
le choix des variétés, les dates de semis, et certaines autres options qui travaillent sur l'efficience globale du processus de production. Mais ces changements donc, ont besoin d'être adaptés à différents niveaux, à l'échelle de l'exploitation ou même aux conditions régionales, et que ça veut dire mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui sont relativement conséquents.